Bonjour et bienvenue dans Les Artisans de l'Impact, une mini-série de 10 épisodes qui nous fait voyager au cœur du suivi évaluation en Afrique. Mon nom est Oumo et j'évolue dans ce secteur depuis plus d'une dizaine d'années. Dans ce podcast, pas de lecture théorique ni académique. Nous aurons la chance d'échanger avec des professionnels et des experts du domaine qui partageront leurs conseils pratiques, leurs expériences et leur vécu à travers des exemples concrets. Alors prenez votre tasse de thé, asseyez-vous confortablement et préparez-vous pour une aventure passionnante dans l'univers du suivi et évaluation. Bonjour Cyril et bienvenue dans les Artisans de l'Impact. Je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui. Cyril, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de ton cheminement, comment tu t'es retrouvé dans le domaine du suivi, évaluation et apprentissage? Merci. Ok, bonsoir Oumou, et c'est un grand plaisir pour moi de prendre part à ce moment d'échange. Alors moi, c'est John Cyril Kofi, je suis ivoirien et statisticien de formation. Voilà, et j'ai commencé d'abord en tant que statisticien et analyse de données à l'Institut national de statistique de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai eu le premier contact avec tout ce qui est rigueur statistique, rigueur analytique, analyse de données statistiques avancées. Ça a été vraiment l'expérience qui a créé le John Cyril, le côté analytique que j'ai pu développer et je continue de mettre en évidence dans le cadre de mon expérience professionnelle. Et à la suite de ça, il faut dire que ça a été par curiosité et aussi par motivation financière, hein, si on peut le dire, que j'ai décidé de rejoindre le métier, que j'ai découvert le métier du suivi évaluation. Et c'était dans le cadre d'un programme de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, financé par USAID, l'organe américain de financement du développement international. Et donc, cette première expérience-là a été vraiment une expérience nouvelle. Au début, j'étais un peu sceptique parce que j'avais vraiment besoin de rester, de maintenir n'est-ce pas, toutes les compétences analytiques, la rigueur statistique que j'ai pu accumuler. Et donc, j'avais vraiment peur au début de pouvoir perdre ça. Mais ma surprise a été que dans le domaine suivi évaluation, c'est la partie technique joue aussi son rôle, c'est un élément clé qui ne disparaît pas, mais qui s'amplifie davantage avec d'autres compétences connexes telles que la gestion de projet, euh, le suivi de l'impact, etc. Et donc, ça a été une expérience vraiment qui a, qui a nourri, n'est-ce pas, ce désir-là, cette volonté de continuer dans le domaine du suivi évaluation. Et depuis cette expérience, je suis resté séduit par ce métier et jusqu'à aujourd'hui. Je me retrouve encore dans ce beau métier. Ah, excellent. Je vois qu'on a un point en commun. Moi aussi, j'ai un background en statistique et je me suis retrouvée un peu par hasard dans le suivi évaluation. Et c'est sûr qu'avec un background en statistique, ça aide beaucoup. Déjà, on a des compétences de base qui sont là. Et vraiment, C'est ça. c'est super. Donc, ça fait combien d'années que tu évolues dans le suivi évaluation, Cyril? Ça va faire 5 années maintenant que je suis dans ce domaine. Ouais. Ok, d'accord, super. Tu fais beaucoup de publications que je trouve très instructives sur LinkedIn. Il y a une qui m'avait Merci particulièrement beaucoup. vraiment impressionnée, je t'en prie. C'est celle que tu avais faite sur deux organisations ayant deux pratiques différentes en matière d'élaboration comment dirais-je, de la théorie de changement. J'aimerais que tu me parles un peu de la théorie des changements, les éléments indispensables. Comment est-ce qu'on la met concrètement en place et puis quand est-ce qu'on doit l'élaborer? On va commencer par ça, en te basant vraiment sur toi, tes expériences dans les organisations que tu as eu à fréquenter. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Et aussi, surtout pour vraiment ce poste, je m'en souviens très bien quand je le postais. En fait, je m'attendais plus ou moins à des réactions controversées de plusieurs professionnels à la fois. Mhm. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui. Donc, la théorie des changements,
Euh, c'est un outil, hein, c'est un outil de, d'une approche qu'on appelle l'approche de la gestion axée sur les changements qui permet, au-delà même de définir une activité ou alors un projet, déjà de penser au changement en priorité. Je vais prendre un exemple très simple parce que j'aime beaucoup associer l'explication de notions à partir d'exemples. Prenons le cas d'un problème dans une communauté rurale où on a un faible taux de scolarisation des enfants. Alors, face à ce problème-là, il y a plusieurs solutions possibles pour adresser ce même problème. Je pense qu'on est d'accord déjà sur ça. On peut soit construire des écoles, on peut soit distribuer juste des kits scolaires aux enfants, on peut soit sensibiliser les parents sur l'importance de scolariser les enfants en milieu rural. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, ce problème-là a besoin d'un diagnostic clair et précis, de sorte à pouvoir définir la stratégie ou une piste de solution adaptée à ce problème spécifique par rapport à sa couverture géographique et sa réalité dans la communauté. Vous voyez, donc, la théorie des changements, c'est cet outil-là qui va venir nous faire réfléchir à, OK, on a ce problème en communauté, on a ce problème dans telle zone géographique spécifique. Quel changement d'abord est-ce qu'on voudrait apporter par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on voudrait voir se faire? Qu'est-ce qu'on voudrait, comment on voudrait que ce problème-là se résolve? Et donc, quand on a cette question, naturellement, on va découler à comment on le fait, justement. Mais aujourd'hui, la plupart des organisations amorcent le pas et se précipitent au comment on va le faire, comment on résout le problème, plutôt au pourquoi on résout ce problème, pourquoi ce problème existe d'abord de un, qu'est-ce qu'il en est réellement par rapport à la situation géographique, par rapport au contexte dans lequel ce problème existe, avant de réfléchir aux actions qu'on va poser. Et donc, la théorie des changements, c'est cet outil-là qui va nous permettre de réfléchir au niveau stratégique. Ça, c'est le premier point. Et justement, cet outil-là ne va pas se faire de façon aléatoire. Il y a tout un processus, il y a toute une série d'outils qu'on doit déployer pour pouvoir faire ce travail de profondeur. Et donc, le premier élément clé, c'est l'analyse contextuelle. Il faut d'abord creuser le problème. Il faut comprendre quelles sont les causes de ce problème, pourquoi ce problème existe et quels sont ses effets dans la communauté. La compréhension déjà de ce contexte-là va permettre d'ouvrir, n'est-ce pas, vers des perspectives beaucoup plus larges et de pouvoir cibler l'intervention ou les interventions appropriées, surtout adaptées aux conditions réelles de son existence. Et quand on finit ça, ce problème n'a pas existé seulement aujourd'hui. Ce problème a existé depuis belle lurette. Si ce problème n'avait pas existé, si ce problème n'existait que maintenant, il n'y aurait pas eu tous ces projets, toutes ces organisations qui ont fait les mêmes projets qu'on s'apprête à faire. Et donc, il faut prendre connaissance de ce qui se fait sur le terrain. Il faut cartographier l'ensemble des acteurs qui agissent déjà ou qui interviennent déjà dans le sens de ce problème pour adresser ce problème. Quelle est leur force, quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qui manque encore, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est toute cette analyse-là qui constitue justement l'analyse contextuelle au sens plus large, de savoir quelles sont les causes de ce problème, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent, qu'est-ce qui est partiellement résolu, qu'est-ce qui a déjà été adressé comme défi et quels sont les défis qui restent à adresser. C'est sur la base de ça que l'organisation ou les ONG qui souhaitent s'intéresser ou s'attaquer à ce problème-là vont pouvoir définir une stratégie propre et claire qui va réellement cibler le problème plutôt que de le déplacer ou alors de le rater complètement. Et la théorie des changements devient donc un outil indispensable et stratégique à la fois pour pouvoir adresser le véritable problème plutôt que de s'attaquer à un problème qui ne rentre pas, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'on veut faire, ou alors à un symptôme, au symptôme du problème, plutôt qu'au problème clé. Il y a tellement de choses il y a tellement de mots à mettre sur la théorie des changements que, voilà, je vais peut-être m'arrêter là et peut-être au fil des questions guidées, on pourra bien en débattre.
Ok, merci beaucoup pour ces explications claires. Oui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste faire sur un coup de tête. Ça prend C'est ça. beaucoup de réflexion. Et aussi, c'est ça, donc il faut aussi collecter beaucoup d'informations avant de se lancer dans l'exercice d'élaboration en tant que tel. Tout à Donc, est-ce que tu peux peut-être parler des erreurs à éviter en matière de développement de théorie de changement? Oui, tout à fait, Juste effectivement. quelques erreurs. Oui, effectivement. Et je vais parler des erreurs communes. La toute première erreur, c'est d'abord de passer l'étape de l'analyse contextuelle. C'est de se dire, en griffe, on connaît déjà la situation, on sait déjà comment le problème se comporte, dans quel contexte il existe, en griffe, et survoler donc l'étape de l'analyse contextuelle. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes dans les organisations. Et c'est pas forcément volontaire parce que dans la plupart du temps, pouvoir soumettre un projet, aujourd'hui, le délai est tellement court, hein, le délai de soumission est tellement court. Les organisations ne sont pas habituées à cet exercice ou n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire. Et donc, très souvent, cette analyse-là, lorsqu'elle est ratée, tout le reste devient vraiment supposé. Et à la longue, lors de l'implémentation, ça rattrape forcément. La deuxième erreur aussi, c'est qu'on ne peut pas développer une théorie de changement sans hypothèse, sans définir des hypothèses claires. Parce on reste toujours dans un cadre théorique. Donc, d'où l'appellation théorie des changements. Et donc, toutefois qu'il y a théorie, il y a des hypothèses. Et c'est ces hypothèses-là qui seront le bien fondées même des interventions qu'on va s'apprêter à mettre en œuvre sur le terrain. Donc, il faut donc définir des hypothèses claires, des hypothèses, donc des conditions doivent être réalisées ou qui sont supposées être déjà réunies afin que nos interventions puissent produire l'impact. C'est la deuxième erreur que beaucoup de projets ou d'organisations font, de ne pas expliciter ou clarifier les hypothèses. Ça rend difficile l'implémentation, ça rend difficile aussi l'évaluation même des résultats ou de l'impact sur le terrain, et ça rend aussi très difficile l'apprentissage. On ne peut pas apprendre de ce qu'on n'a pas pu définir clairement, on ne peut pas apprendre dans un contexte où on navigue à vue vraiment de façon théorique dans le supposé. Troisième erreur aussi, c'est justement, dans le même sens des hypothèses, de, de négliger la définition des risques. Parce qu'on est toujours, encore une fois de plus, dans une théorie. On fait des suppositions, des hypothèses, on planifie. On n'est pas encore dans la mise en œuvre, on planifie. Et donc, en planifiant, aujourd'hui, nous planifions un projet sur la base d'une analyse contextuelle réalisée à telle période, mais entre cette période et la période de mise en œuvre effective sur le terrain, il y a des changements. Les contextes évoluent tellement vite. Les gens changent de comportement. Les- la situation évolue. Les gens améliorent leurs conditions. Les besoins ne sont plus les mêmes. Et donc, il faut pouvoir prendre tout ça en compte. Quand, par exemple, dans un projet de scolarisation des enfants, je prends une hypothèse que les parents sont d'accord ou alors les parents sont favorables pour scolariser leurs enfants et que entre cette période et la période de mise en œuvre, il y a un incident dans la communauté, par exemple, qui fait que les planteurs ou alors les parents du village aujourd'hui ont changé leur mentalité et décident de ne plus vouloir scolariser leurs enfants dans des écoles laïques, mais plutôt dans les écoles coraniques ou alors des écoles non alignées sur la langue officielle. C'est une information à prendre absolument en compte. La négliger, c'est s'apprêter à dépenser de l'argent, dépenser des ressources et surtout rater ou alors ne pas atteindre le changement quand on veut pouvoir atteindre à travers le projet. Et donc, c'est un exercice de fond, c'est un exercice qui ne se fait pas à la volée, c'est un exercice de réflexion profond. Et si je vais ajouter une autre erreur classique, qui est commune à pratiquement toutes les organisations, c'est de penser que la théorie des changements est un exercice de bureau. La théorie des changements n'est pas un exercice qui se fait dans un bureau climatisé ou à huis clos avec les équipes en interne. C'est un exercice qui doit être associé à toutes les parties prenantes, à tous les acteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait l'analyse des parties prenantes. Il faut pouvoir intégrer les parties prenantes dans la conception même de la théorie des changements.
parce que ces acteurs ont déjà mené des interventions. Ces acteurs ont déjà obtenu certains résultats. Ces acteurs ont déjà réalisé certains échecs. Il faut pouvoir intégrer dans sa théorie de changement. Très important. On ne navigue pas seul. Et aujourd'hui, c'est le mal justement de tous les projets qui échouent ou alors tous les projets qui ne font que se répéter. C'est ce manque de synergie-là, le fait de ne pas pouvoir prendre en compte les acquis, les expériences, les apprentissages des autres et d'aller seul de façon isolée. C'est aujourd'hui l'une des erreurs aussi qui mène les projets à répétition infinie ou alors à échec. Je vais m'arrêter là pour ces quelques leçons. Sinon, il y en D'accord, a merci quelques. beaucoup. J'imagine, c'est en t'entendant parler, je me rends compte que j'ai eu à commettre certaines dans les détails. Merci déjà pour ça. Donc, après avoir fait tout ce travail de fond, OK, donc là, on développe une bonne théorie de changement, on a le document. Maintenant, est-ce que c'est un document vivant ou bien là, c'est fini, on le met dans le placard, on le partage avec les bailleurs, les partenaires, et là, c'est tout, la théorie du changement. La théorie des Où est-ce changements, qu'on doit, très oui, où est-ce qu'on doit utiliser le document de temps à autre? Voilà. effectivement. Contrairement aux idées reçues ou à ce qu'on pourrait voir dans des guides, dans des documents, la théorie des changements est l'un des documents les plus vivants de tout le projet dans sa globalité. En fait, d'apparaissance même, c'est de ce document que naît le projet. Et donc, quelque chose qui donne vie au projet ne peut pas mourir, auquel cas le projet meurt avec ce document. Ça, c'est fondamental. De deux, on est constamment tenu par les résultats sur la base d'hypothèses qu'on a fixées. Ça reste des hypothèses. Et ces hypothèses-là varient, évoluent avec le temps. Il est inconcevable ou il est impossible de mettre en œuvre ou de déployer des activités sur le terrain en ne, je veux dire, en faisant fi ou alors en omettant de vérifier constamment les hypothèses. Les hypothèses, en fait, de la théorie des changements représentent notre boussole, notre guide tout au long de la mise en œuvre. D'ailleurs, il y a un débat récemment sur le fait de suivre des indicateurs, de suivre des indicateurs, la progression des indicateurs. Je sais que tu sais de quoi je parle. Pour nous, on a un indicateur dans notre cadre de résultats, nombre de producteurs formés, 100%. En fait, ce n'est pas réellement ça qu'on suit. Et j'ai toujours été de ceux qui pensent que on ne suit pas ces indicateurs, on ne suit pas des 100% des taux d'atteinte. On suit surtout ce qui est derrière ces indicateurs, ce qui sous-tend ces indicateurs. Ce sont les hypothèses qui sont derrière. Les producteurs qui ont été formés, ils n'ont pas le consentement, ou s'ils n'ont pas vraiment ce besoin de se faire former, on n'aurait pas atteint ces 100%. Et donc, c'est ces éléments qui sous-tendent en réalité ces indicateurs-là qu'on vérifie. Mais je veux dire par habitude ou alors par mimétisme, on s'accroche surtout aux indicateurs. Alors que le vrai élément, c'est la partie essentielle de la théorie des changements. Ce sont les hypothèses. Et même quand sur le terrain, les objectifs ne sont pas atteints, indirectement, ce sont les risques auxquels on s'attaque. C'est dans les risques qu'on va puiser afin de pouvoir atténuer la situation. Et donc, c'est des choses vraiment euh, que, auxquelles les organisations devraient vraiment s'habituer ou devraient commencer à intégrer dans leur démarche dans le pilotage du projet. Merci. Tu as parlé brièvement du terrain, de l'expérience terrain. J'imagine que tu fais souvent des missions sur le terrain. En tant que maître, je pense que c'est quasiment, quel est le mot là? Là, je perds mes mots. C'est le En tout quotidien, cas, c'est le quotidien. c'est le quotidien. Voilà, c'est le quotidien, c'est indispensable. Il faut être en contact permanent avec le terrain. C'est Et toi, personnellement, comment tu fais quand tu vas sur le terrain? J'aimerais que tu parles un peu de ton expérience sur le terrain, par exemple, et aussi les non négociables d'une mission réussie, le contact avec les communautés, des collègues du terrain. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, s'il te plaît? tout à fait. De mon expérience professionnelle, mes missions de terrain sont orientées découverte qualitative. Je m'explique.
Un bon système de suivi et évaluation, lorsqu'il est robuste, il est assez structuré, il va permettre de garantir tout ce qui est donné quantitatif. C'est-à-dire, tout ce qui est donné quantitatif devrait être absorbé ou alors être fluide. Fluide, autant pour moi, par le système qui est en place. Donc, la collecte de données, les équipes terrain qui alimentent les bases de données, le calcul des indicateurs, les tableaux de bord. Tout ça, un système structuré, bien rigoureux, devrait pouvoir s'en charger sur le plan quantitatif. En ce qui concerne le plan qualitatif, c'est là c'est là, en fait, que vient le force supplémentaire dans la collecte de données. Et on est d'accord que la collecte des informations quantitatives est beaucoup plus fastidieuse, est beaucoup plus lourde que la collecte de données quantitatives qu'on peut mettre en place rapidement avec des outils tels que Kobo, Excel, etc. C'est du counting finalement. Mais pour ce qui est du quantitatif, c'est ce qui m'intéresse le plus quand je dois faire une mission de terrain. Quand je vais sur le terrain, de façon personnelle, je suis obsédé de savoir, OK, on a eu 100% de producteurs qui ont été formés. Qu'est-ce qui a motivé ou alors qu'est-ce qui nous a permis d'atteindre ces 100%? Quel a été le facteur? Est-ce qu'ils ont été motivés, ils ont été motivés de façon particulière à participer à la formation? Ou est-ce que c'est la curiosité ou alors c'est l'envie des producteurs qui les a menés à suivre ces formations? Ou alors, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a favorisé cela? Et lorsque les indicateurs sont au rouge ou alors les indicateurs ne sont pas à 100%, je suis intéressé aussi de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'est-ce qui représente le blocage? Qu'est-ce qui empêche vraiment d'atteindre ces 100% au moment donné? Et donc, c'est ces éléments qui m'intéressent le plus. Et donc, je vais, par rapport au tableau de bord des indicateurs qui sont inscrits dans le cadre de performance, je vais faire cet examen-là minutieux et derrière chaque indicateur m'intéresser, d'interroger cet indicateur sur le terrain à comprendre le pourquoi derrière. Et ça demande aussi beaucoup d'attitude de communication, comme tu l'as si bien mentionné, d'aller et de créer ce lien. Il faut qu'un lien soit créé entre les, les bénéficiaires et le suivi et évaluation, ou alors les équipes qui sont chargées de faire cette collecte de données qualitatives. Parce que sans ce lien-là, effectivement, c'est très difficile de pouvoir accéder même aux bénéficiaires avant de lui soutirer des informations. Voilà. Et sur le terrain, par exemple, dans notre cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment d'aller régulièrement sur le terrain. Un suivi et évaluation ne peuvent pas être constamment au bureau et ne descendre sur le terrain que lors de missions d'évaluation ou alors de missions spontanées. Le suivi et évaluation, c'est celui-là qui est le pont entre le terrain et les décisions et les décideurs. Et donc, si ce pont-là n'arrive pas à créer le lien avec la partie prenante ou alors avec le bénéficiaire, il sera difficile alors de remonter vers le niveau stratégique. Donc, un suivi de relation doit constamment être sur le terrain avec le bénéficiaire pour créer ce lien d'appartenance, de, de proximité avec ses producteurs ou alors, en fait, avec ses bénéficiaires. Je parle constamment des producteurs parce que je suis dans un programme d'agriculture. Excusez-moi, mais Ah oui. voilà, Ouais. c'est- Mhm. ça m'était valable aussi pour tout type de bénéficiaires, qu'il s'agit de parents d'élèves, qu'il s'agisse de communautés en général, ce sont les mêmes constats. Et aussi, il faut surtout, dernier élément que je vais peut-être préciser, il faut pouvoir s'adapter à leur environnement. Je veux dire quoi? Moi, je suis en ville, je suis un urbain, je suis dans un milieu urbain. Et donc, quand je vois un milieu rural auprès de ses bénéficiaires, il faut que je sois il faut que j'ai cette capacité de m'adapter à l'environnement rural. Si, par exemple, ce que je fais, c'est que si un milieu urbain, j'ai des tendances de consommation précises, je vais trouver le moyen de pouvoir m'adapter à leur niveau de consommation, à leur habitude de consommation. Si c'est de l'eau, c'est le au niveau local qu'ils boivent, je vais trouver le moyen aussi de pouvoir m'adapter à ça. Bien sûr, ça dépend de mon niveau de santé, etc. Mais quand même trouver le moyen de leur montrer que je ne suis pas aussi différent d'eux et que nous sommes là pour eux. C'est cette manière-là qui va permettre de créer ce lien d'affinité, de proximité avec les bénéficiaires pour ensuite créer le climat de confiance. C'est très important de pouvoir s'adapter
à son milieu. C'est très important. Déjà, même si on veut que les communautés s'ouvrent avec nous et soient transparents, il est important qu'il n'y ait pas cette barrière-là ou qu'ils ne sentent pas qu'il y a une différence entre nous et eux. Donc, le contact avec les communautés, c'est très important de les mettre à l'aise et aussi qu'ils sachent que nous sommes pareils, quoi. Donc, ouais, toucher au mot-clé, s'adapter au contexte, très important. Et aussi, j'avais pas vu le suivi sur le terrain sous l'angle qualitatif, qu'on met le focus beaucoup plus sur le qualitatif, même si en pratique, c'est ce qu'on fait. Hein, je trouve que c'est très intéressant, vraiment. Parce que les données, effectivement, comme ce que tu avais dit, avec un bon système de suivi en place, la collecte des données quantitatives n'est pas, ça se fait tout naturellement. Pour le Cali, c'est encore une autre chose. Et aussi, ça aide à mieux expliquer hein, les données quantitatives. Donc, c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas vu sous ce angle-là, surtout quand on échange avec des communautés où ils partagent leur vécu, leurs expériences. Et aussi, ça aide à mieux comprendre le contexte. Et ouais, Tout à fait, effectivement, très, très tout intéressant. à fait. Merci, Cyril. Tes réponses. Mm. Euh, Donc, donc, encore, je vais revenir au début. Tu as dit que tu avais un background en statistique, OK? Donc, j'imagine que pour tout ce qui est des compétences hard, tu les as déjà. Mais pour ce qui est du soft, ce qu'on dit les soft, par exemple, les, les aptitudes interpersonnelles, OK? Ou sinon les compétences interpersonnelles. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes? Ou sinon les indispensables au fait du suivi évaluation, que ce soit en termes de hard ou de soft. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes pour vraiment mieux oui, maîtriser son domaine? c'est ça. C'est ça. Et c'est très important aussi de mentionner ça parce que pour nous, les techniciens qui avons intégré ce domaine en étant purement quantitatif, avec un profil vraiment technique, souvent, c'est pas aussi facile que ça, hein, parce que on est dans notre petit monde avec nos connaissances techniques, nos compétences techniques. Donc, c'est souvent difficile de s'intégrer dans les organisations. Et personnellement, ça m'a fatigué dans les débuts parce que je pensais qu'il me fallait seulement ça pour voilà, produire des tableaux de bord, des fichiers Excel et aller. J'ai fini mon boulot. Mais l'une des compétences clés que j'ai retenues, en tout cas, de toute mon expérience, c'est la communication. La communication reste aujourd'hui un challenge majeur de tout professionnel suivi de relation. Qu'il l'admette ou pas, la communication reste un défi existentiel hein, dans le cadre de notre métier. Parce que, OK, je peux créer un tableau de bord, hein, je peux créer des beaux fichiers Excel bien élaborés avec des couleurs, etc. Mais si je ne sais pas rendre, si je ne sais pas expliquer à un public qui n'est pas habitué à tous ces éléments, j'aurais échoué. J'aurais échoué parce qu'à l'ère de l'IA aujourd'hui, c'est très simple de produire un tableau de bord avec ChatGPT, avec Claude même qui est intégré dans Excel aujourd'hui. Un manager peut, sur la base de données qu'il a dans son fichier Excel, peut produire rapidement des chiffres et aller. On pourrait se passer des analyses d'un suivi évaluation lambda. Mais qu'est-ce qui va différencier justement le suivi évaluation lambda de tous ces systèmes IA que le manager pourrait se procurer? C'est la communication, le fait de pouvoir communiquer ces informations dans un langage adapté et adapté selon les différents niveaux de parties prenantes, adapté selon les bénéficiaires du projet même, parce qu'on a un devoir de redevabilité envers eux, adapté aux parties prenantes non techniques, telles que le bailleur, qui n'a pas forcément besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'un fichier Excel, qu'est-ce que c'est qu'une analyse avec une commande dans Stata ou dans SPSS, qu'est-ce que c'est qu'une p-value, qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas besoin de tous ces détails techniques. Il a besoin de quelqu'un qui est capable de traduire tous ces éléments techniques, ces éléments euh, comment je vais dire ça, des éléments purement, oui, techniques, ont des messages clairs, actionnables, sur lesquels il pourra prendre des décisions pour faire avancer le projet. Et donc, la communication, c'est ce qui nous manque le plus. Et c'est ce qu'on doit beaucoup plus développer. Deuxième, c'est le transfert de connaissances. Le transfert de connaissances, j'insiste beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux de voir que lorsqu'un professionnel de suivi évaluation euh, quitte une organisation, en fait, c'est tout un système qui part avec lui. Et c'est vraiment triste. Et donc, les organisations se retrouvent à recruter un nouveau
professionnel de suivi et évaluation qui va encore venir recréer un système qui pourtant existait il y a quelques mois. Et ça, c'est quelque chose de vraiment malheureux. Il faut que les professionnels de suivi et évaluation que nous sommes, il faut que nous puissions le laisser, n'est-ce pas? Il faut que le système soit dissocié de nous. Il faut qu'on ait un système propre à l'organisation. Un système qui permet vraiment de suivre le changement du projet ou des projets du programme pour lesquels nous avons été là. Le système ne doit pas partir avec nous. Ce système n'aurait jamais existé si on n'avait pas été recruté pour suivre ce projet, ce changement. Alors pourquoi est-ce qu'on part avec ce système? Pourquoi ne pas le laisser là où on l'a conçu? Pour assurer justement la continuité lorsqu'on n'est pas là. Et ça, c'est un gros souci aussi, je vais dire, bémol de, de notre profession aujourd'hui. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là et ne Ok. pas rendre trop long. Ok. Oui, c'est déjà bon. Merci beaucoup, effectivement. Euh, je trouve qu'on ne documente pas assez en tant que mail. Effectivement, quand une personne part et qu'un autre revient, ça n'aide ni l'organisation ni la nouvelle personne qui prend fonction. Effectivement, le transfert de connaissances, c'est très important. C'est bon de vraiment documenter les pratiques, comment on a mis en place les systèmes, les outils, etc., etc. Et aussi par rapport à la communication, ce que tu as dit, c'est vraiment très pertinent. C'est important de savoir aussi comment s'adresser à chaque type d'acteur. Par exemple, comme tu l'as dit, hein, il faut vraiment adapter le message. Ce que les barrières recherchent sera différent de ce que les partenaires recherchent, c'est aussi qui sera différent de ce que les bénéficiaires recherchent. Donc, en matière de communication, en tant que mail, on doit vraiment travailler sur la communication. Merci. Donc, avant de terminer l'appel, je vois que le temps passe très vite. Avant de mettre fin à l'appel, j'ai une dernière question. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux conseils pratiques pour ceux qui cherchent à progresser dans le domaine de mail ou ceux qui s'y intéressent, qui veulent, qui aimeraient intégrer le monde du suivi évaluation? Excuse-moi, des fois je dis mail, des fois je dis suivi évaluation, des termes qui sont Oui, interchangeables, là. oui. Voilà. Donc, pour nos auditeurs, c'est ça. Donc, pour ceux qui s'intéressent vraiment au domaine du suivi évaluation, ou ceux qui sont déjà dedans, qui exercent déjà, mais qui cherchent à progresser dans le métier, si tu peux nous donner un ou deux conseils, s'il te plaît. Ok. Donc, effectivement, ça c'est une question même que j'ai reçue plusieurs fois en dehors de l'interview qu'on fait aujourd'hui. Le profil junior qui veut vraiment développer les connaissances pratiques, rapides pour être directement opérationnel. Et ce que je leur réponds couramment, c'est que il faut, il faut migrer, n'est-ce pas, d'un profil mail technique à un profil mail stratégique. Je vais m'expliquer pour vous dire que le mail ne se résume pas seulement aux compétences techniques. D'ailleurs, ça représente, moi, dans mon quotidien, ça représente 30 à 40% hein, de, de ma charge de travail quotidienne, quoi. C'est-à-dire ouvrir des fichiers Excel, construire des tableaux de bord pour FBI. Pourquoi? Parce que lorsque ces fichiers sont mis en place, ils sont là pour un bon moment. C'est juste de la maintenance du suivi. Mais qu'il y a derrière, le travail qu'il y a derrière maintenant, c'est de savoir interpréter les informations, les données que ces informations, que ces outils produisent. C'est de pouvoir les rendre actionnables, en fait. C'est de pouvoir les présenter à divers acteurs, à divers publics, de sorte à ce qu'ils puissent prendre des actions, de sorte à ce qu'ils puissent prendre des décisions stratégiques, de sorte à ce qu'on puisse ajuster le projet pendant sa mise en œuvre, de sorte à ce qu'on puisse adapter la stratégie, de sorte à ce qu'on puisse garantir l'apprentissage, de sorte à ce qu'on puisse capitaliser pour le projet futur. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu. Et vraiment, rester encore dans cette histoire de je maîtrise Excel, je maîtrise Kobo College, je maîtrise Power BI. Ça, ça- en fait, ce n'est qu'une partie. On se concentre sur une partie du travail, pendant que la vraie partie du travail même est ailleurs. C'est dans la compréhension du projet, dans le suivi orienté impact du projet. On n'est pas orienté outils, on n'est pas orienté données, on n'est pas dans une course de qui a le plus de volume de données, on est dans une course de euh, quelle action ou alors quel est l'impact ou les effets que nos interventions ont sur la vie des bénéficiaires auprès desquels nous menons l'action. Et c'est ça le plus important, justement. Et
Ça se fait au travers de, et ça se fait en ajoutant d'autres compétences annexes, telles que la gestion de projet, avec la théorie, comprendre la théorie des changements, parce que c'est de ça que découle finalement le système de suivi et évaluation. C'est de ça que découlent les outils. Moi, pour la mise en place de mon système de suivi et évaluation en griffe, dans l'organisation dans laquelle je me trouve, il m'a fallu seulement que trois outils. Je n'ai pas eu à aller me prendre une licence tableau, aller me prendre un outil, une question, tous les outils qui sont dessus. Non, il m'a fallu que trois outils. Aujourd'hui, mon système marche parfaitement. Les parties prenantes sont à l'aise, les informations sont disponibles à temps. On arrive à vraiment suivre le changement et c'est ça le plus important. Deuxième point, c'est vraiment d'adopter justement le mail participatif. Le mail participatif, je veux dire, le mail, en fait, n'est pas une affaire d'une personne. Comme je disais tout à l'heure, le mail n'est pas je veux dire, la propriété intellectuelle d'un individu dans l'organisation. Le mail, c'est censé être collaboratif. Le mail, c'est tout le monde, que ce soit du directeur, de, 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 de la ressource humaine, RH, de, même du gardien, du vigile, souvent. Il fait aussi partie du système de suivi évaluation. C'est un système, en fait. Il faut voir le suivi évaluation comme un système, mais pas comme une entité ou bien un outil qui a été créé par une personne et que cette personne est censée protéger toute sa vie. Il faut pouvoir la vulgariser. Ça se fait à travers la formation des équipes, programmes, la formation de tout le personnel même, et leur montrer la valeur de ce système et leur montrer aussi comment pouvoir participer à chacun de ces niveaux qui l'agent de terrain doit sa participation beaucoup plus attendue sur la collecte de données. Ah, mais c'est sur la collecte de données qui va agir. Si le gardien, le vigile, c'est de pouvoir descendre les outils, les matériels et pouvoir les convoyer sur le terrain, c'est sa participation sur le système mail. Si la RH, c'est de pouvoir recruter des professionnels qui vont pouvoir, qui vont permettre de faire avancer les activités sur le terrain, c'est sa contribution sur le système mail. Et donc, vous voyez, c'est un système finalement transparent, collaboratif, participatif, et non un système qui a été emprisonné dans la main d'une seule personne. Troisième, conseil que je peux donner rapidement, je vais m'arrêter au troisième parce qu'il y en a plusieurs également, mais c'est de vraiment aussi attirer l'attention des professionnels, de pouvoir se mettre à jour, se mettre à niveau sur euh, les dernières améliorations, les dernières évolutions, surtout sur le plan technique. Je vais parler d'Excel, je vais parler de Power BI pour ceux qui utilisent cet outil, parce que finalement, les choses évoluent tellement vite. On n'est plus dans les années 2010 où il fallait faire un fichier Excel à 20 feuilles et transférer un manager qui allait transpirer le matin à chercher ces informations là-dedans. Aujourd'hui, il y a tellement de manières de faire des choses. Excel a tellement évolué. Avec Excel même, on pourrait bâtir toute une architecture de suivi et évaluation. On n'a pas forcément besoin de 5-4 outils. Et ça va demander de se mettre à jour, d'être à jour des dernières évolutions, des dernières avancées, pour pouvoir tirer mieux parti de toutes ces évolutions-là et mettre en place quelque chose de solide, de robuste, invisible dans le temps et surtout qui permet de suivre les changements. Peut-être dernier élément, désolé si j'avais dit que j'allais m'arrêter là, Non, il mais, n'y a pas de souci, vas-y. mais, mais c'est dernier conseil aussi, en tant que professionnel, on est censé justement inclure, sinon intégrer, je vais dire, surtout les personnes en charge de la collecte de données. Donc, je veux dire, les agents de terrain, on doit vraiment les inclure, les faire se sentir intégrés dans le système. Mais on ne doit pas rester dans une logique de policiers derrière des chats à fouetter. Il faut vraiment que chaque partie prenante se sente à l'aise dans le système. Chaque partie prenante soit vraiment confortable et laisser la place aussi à chacun d'apporter ses idées. Et ça permet de construire non seulement un environnement serein, un environnement positif, mais aussi de renforcer surtout le système et de pouvoir maximiser l'impact sur le terrain. Voilà pour ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cyril. Le conseil sur l'apprentissage, ça revient tout le temps et dans tous les domaines. Ceci montre
l'importance d'être en apprentissage continu. Ça ne s'arrête pas. Il y a tout le temps de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire. Donc, on se doit C'est d'apprendre constamment. Et chers auditeurs, vous l'aurez entendu ici, le mail se doit d'être inclusif et collaboratif. Euh, Tout le monde doit y mettre du sien. Et ça, c'est du ressort de toute l'organisation. C'est pas juste les agents mail, mais tout le monde doit y mettre du sien. Nous sommes au terme de cette émission. Merci encore infiniment, Cyril. Ce fut vraiment un réel plaisir d'échanger avec toi, d'en apprendre davantage sur Merci, ton expérience. Merci beaucoup pour ces conseils par rapport à l'élaboration de la théorie de changement, de l'expérience terrain. Merci vraiment. Et puis aussi des compétences que nous devons acquérir pour pouvoir avancer dans ce domaine. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons encore l'occasion d'échanger une prochaine fois par rapport au suivi évaluation. Merci. tout à fait. Merci beaucoup, Mou. C'était un très, très bel échange. Le temps passe tellement vite que j'ai pas vu le temps Ah passer. oui, C'était vraiment quelque chose de formidable. J'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir partager aussi, et surtout recueillir de la connaissance d'autres, d'autres professionnels. Merci très bien. beaucoup. Effectivement, merci.